Grande mobilisation de la population béninoise ce lundi devant l'Assemblée nationale du Bénin. Elles disent non à l'intrusion des OGM au Bénin. Ouverture samedi dernier de la foire du Nouvel An chinois, c'était au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. Et puis, l'élection présidentielle aura lieu le 16 février prochain au Nigeria. Dans ce pays, les moins de 25 ans représentent 60% de la population, mais la nouvelle génération reste exclue du jeu politique. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Grande mobilisation de la population béninoise ce lundi devant l'Assemblée nationale. Elles disent non à l'intrusion des OGM au Bénin et à la ratification de la Convention sur l'Union de protection des obtentions végétales modifiées au Bénin. En effet, les députés vont procéder ce jour à l'examen du projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection d'obtention végétale UPPV. Vous aurez plus de détails sur cette information avec nos envoyés spéciaux à l'Assemblée nationale dans nos prochaines éditions. La foire du Nouvel An chinois s'est ouverte samedi dernier au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou, une activité qui entre dans le cadre de la commémoration du Nouvel An chinois. C'est un reportage de Carole Olaye. De belles prestations musicales, de belles chorégraphies, des instruments de musique chinois et béninois valorisés, des produits artistiques et culturels béninois et chinois exposés dans divers stands, un véritable cocktail culturel proposé aux autorités à divers niveaux du ministère béninois de la Culture, de l'ambassade de la Chine près le Bénin et au public. C'est la cérémonie d'ouverture de la foire folklorique du Nouvel An chinois. Une célébration qui vise le renforcement de la coopération entre les deux pays à travers la promotion de leur culture. Une nation sans culture, c'est comme un homme sans âme. Vous avez la chance d'avoir une culture particulière. Il faut faire des efforts pour la valoriser. La Chine est aussi un pays millénaire avec une culture et une civilisation ancienne. Donc nous sommes venus ici pour partager avec les Béninois. Donc c'est aussi une façon de présenter et aussi une façon de coopérer. Le Bénin n'a pas de pétrole, le Bénin n'a pas de manganèse, le Bénin n'a pas de cobalt, le Bénin n'a pas de coltan. Mais le Bénin a une richesse inquantifiable en matière de la culture. Et vous savez que le gouvernement du Bénin travaille d'arrache-pied pour vendre notre culture, pour vendre notre tourisme. Et donc, organiser un tel brassage culturel entre nos deux pays, je pense que c'est aussi une manière de vendre notre richesse culturelle de par le monde entier. Plusieurs produits chinois et béninois sont donc mis en vente. Des matériaux de construction, des ustensiles de cuisine, des produits de décoration, des motos, des habits et autres. D'autres activités sont organisées dans diverses villes du Bénin, toujours pour marquer d'un cachet spécial le Nouvel An chinois du cochon de terre au Bénin. L'actualité hors du Bénin à présent au Nigeria, les moins de 25 ans représentent 60% de la population, mais la nouvelle génération reste exclue du jeu politique de la première économie d'Afrique dominée par une élite vieillissante. Certains tentent tout de même leur chance en politique comme le populaire chanteur de pop africain Banky. Reportage. Chanteur très populaire au Nigeria, Banky W n'a aucune expérience en politique, mais il sait s'adresser à la jeunesse. À 37 ans, il est candidat aux élections législatives pour représenter sa génération et profite de la campagne pour les intéresser à la politique. La jeunesse, nous ne faisons rien. Nous parlons mais nous ne faisons rien. Ce que nous essayons de faire, c'est d'inspirer notre génération à s'intéresser de nouveau à la politique, à participer, à s'impliquer, à jouer notre rôle pour résoudre les problèmes du Nigeria. Un discours qui fait mouche auprès des jeunes lassés par la vieille élite dirigeante. Leur incapacité à baisser un chômage massif sape tout espoir d'un avenir stable. Je l'aime vraiment bien. C'est quelqu'un de sympa. J'aime sa musique et la manière dont il s'y prend. Il va gagner.
C'est un mec très simple, nous l'aimons tous, nous voulons qu'il nous dirige. Un collectif de chanteurs s'est aussi invité dans la campagne des élections générales. Ils ne chantent pas pour faire danser les jeunes, mais pour les inciter à voter. Le futur du Nigeria est entre les mains des jeunes, et si on n'y participe pas maintenant, nous n'aurons pas un bel avenir. Bien sûr, nous aurons un avenir, mais ce ne sera pas le meilleur. L'élection présidentielle du 16 février oppose deux septuagénaires. Le chef d'État sortant, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat face à un ancien vice-président, Atiku Abubakar. La jeunesse va cependant jouer le rôle d'arbitre. Les 18-35 ans représentent 51% des électeurs inscrits. Au Nigeria, toujours, le pétrole coule à flot, tout comme la bière. Pour les multinationales fabricants de la bière, le marché nigérian est colossal. Elles rivalisent d'ingéniosité pour conquérir la soif de millions de Nigériens. Reportage. C'est la fin de la journée à Lagos, et les bouchons pour rentrer chez soi sont interminables. Le moment idéal pour regarder un match de foot et profiter d'une bière bien fraîche. Quand on joue au football, on regarde et on boit beaucoup. Surtout quand c'est votre club qui joue. Plutôt que de perdre 3 heures dans la circulation, je peux passer du temps à boire de la bière. La fatigue, les bouchons, je peux éviter tout ça en m'arrêtant ici. Au Nigeria, les fabricants de bière investissent massivement pour s'emparer d'un marché prometteur de 190 millions d'habitants encore sous-exploités. Une multinationale belge vient de s'implanter en périphérie de Lagos avec l'objectif ambitieux d'inonder la ville et sa jeunesse. Lagos, c'est énorme, c'est 25 millions d'habitants. Si vous regardez Lagos par rapport à l'Afrique, c'est la 4e ou la 5e économie. Donc si vous voulez jouer gros, vous devez être à Lagos. Acteurs historiques de la bière dans le pays, les brasseries nigérianes détiennent 60% du marché national. Pour elles, l'arrivée d'un nouveau concurrent témoigne de l'attractivité du pays. Nous voyons cela comme un jeu équitable entre les concurrents. Nous sommes sur ce marché depuis longtemps. Nous avons plus de 60% des parts de marché et nous connaissons le pays, le terrain. Il y a encore beaucoup de croissance à attendre et d'opportunités pour attirer les consommateurs. Pour conquérir de nouveaux consommateurs de plus en plus jeunes, les brasseurs orientent désormais leur marketing vers la mode, la musique ou les soirées privées. Les Nigérians boivent 9 litres de bière par an en moyenne, contrairement aux Sud-Africains qui en absorbent 57. La fête ne fait que commencer, mais attention à la gueule de bois. Chaque matin à l'aube, les écoliers en uniforme et des employés attendent le seul train quotidien en direction de Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe. Les chemins de fer zimbabwéens viennent de relancer le train de la liberté, une ligne de banlieue fiable et bon marché, une révolution dans un pays étranglé par une crise sans fin. Il faut arriver à l'aube pour ne pas le rater. Chaque matin, à Cardway Park, ces passagers attendent le seul train de banlieue du Zimbabwe, direction Bulawayo, la deuxième ville du pays, située à une vingtaine de kilomètres. Le gouvernement a relancé la ligne en novembre dernier, un soulagement pour les travailleurs dans un pays miné par la crise économique. Ils sont arrivés comme des sauveurs des habitants de Bulawayo parce que maintenant on peut travailler pour quelque chose de plus, pas seulement pour payer les transports. Le service avait été suspendu pendant 13 ans sous le régime de Robert Mugabe. Autrefois surnommé le grenier de l'Afrique, le Zimbabwe a vu son économie dégringoler sous son long règne. Malgré sa démission en 2017 et l'arrivée au pouvoir d'Emerson Mnangagwa, l'inflation continue de monter en flèche, et avec elle, les prix des moyens de transport, comme le minibus. 1,5 $, c'est très cher pour nous. Donc c'est mieux de prendre le train, ça coûte 50 centimes. C'est moins cher et il nous reste de la monnaie pour acheter du pain, des légumes pour nos enfants à la maison de temps en temps, mais les temps sont très durs pour nous. C'est pas facile de survivre. La ligne de train a facilité le quotidien de nombreux usagers, mais certains craignent que l'initiative soit de courte durée et demandent des réformes plus profondes.
Face aux problèmes actuels, si le gouvernement réduit le coût de l'essence, les minibus pourront peut-être ajuster leur prix à celui de l'essence. À l'aller comme au retour, le train est toujours plein à craquer. Mais pour ces banlieusards, le train de la liberté, comme on le surnomme ici, reste la meilleure option pour aller au travail ou étudier. Réchauffement climatique, pollution, pêche illégale, mais aussi Jacinto, le lac Victoria souffre et avec lui, ses pêcheurs appauvris par la raréfaction du poisson. La plante complique sérieusement les déplacements de nombreux bateaux de pêche et autres embarcations aux quatre coins du plus grand lac d'Afrique partagé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Reportage. Les filets dans les bateaux, les pêcheurs sont prêts à prendre le large et pourtant, impossible d'aller pêcher aujourd'hui. Un épais tapis vert de jacinthe d'eau recouvre le lac Victoria. Cette plante aquatique originaire d'Amérique du Sud est apparue ici au début des années 90. Depuis, ce fléau complique gravement les déplacements des nombreux bateaux de pêche. Beaucoup de nos collègues ont des problèmes sur le lac quand ils pêchent. Ils se retrouvent souvent coincés. Récemment, on a dû faire appel à un hélicoptère du gouvernement pour secourir des pêcheurs coincés sur le lac. 3 pays bordent le lac Victoria, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Du côté kényan, la jacinthe d'eau recouvre 17 000 hectares, soit près de 5% de la surface totale du lac. Autant d'espaces inaccessibles aux pêcheurs qui s'appauvrissent de jour en jour. Il y a moins de poissons dans le lac Victoria à cause des plantes aquatiques. Certaines personnes ont été obligées de ramener du poisson de Chine ou de l'élevage en cage parce que la demande est élevée mais l'offre très basse. Sur le marché aux poissons de Kisumu, les tilapias surgelés sont maintenant chose commune. Importés de Chine, ces poissons ont été interdits par le président kényan, mais cette interdiction n'est pas encore effective. Et pour cause, le pays consomme 500 000 tonnes de poissons par an alors qu'il en produit 140 000. Seule solution, prendre soin du grand lac nourricier. Autrefois système dominant pour choisir les candidats à la présidentielle américaine, le caucus n'existe désormais que dans une douzaine d'États. Il continue néanmoins de jouer un rôle clé dans le processus électoral des États-Unis. L'Iowa, c'est champs de maïs, c'est communautés rurales. C'est dans ce petit État du nord des États-Unis qu'est traditionnellement donné le coup d'envoi des primaires américaines. Dans un an, Chris, membre du Parti démocrate en Iowa, se rassemblera avec d'autres partisans pour discuter et désigner des délégués. Ce sont les caucus. En Iowa, depuis le début, il y a eu des assemblées publiques communautaires. Et cela semble être la suite parfaite. Le caucus semble être dans la continuité parfaite. Vous dites ce qui est important pour vous et comment ce candidat en particulier correspond à cette question ou à vos réflexions. Aujourd'hui présidente de la section locale de son parti, Chris participe à ces réunions depuis 27 ans. Pendant ces rencontres, les personnes encartées de chaque circonscription discuteront des candidats de leur parti et choisiront des délégués pour les représenter. Il y aura des centaines de personnes qui seront là pour défendre leur candidat, encourager l'énergie et être prêtes à travailler pour le candidat qui sera finalement sélectionné. C'est le tout premier vote de la longue saison présidentielle américaine. Certains candidats seront mis hors course, donnant au caucus de l'Iowa une influence énorme. L'Iowa fait un travail très honnête. Nous le prenons très au sérieux et je trouve que nous donnons vraiment le ton pour l'Amérique. Mais dans un État majoritairement blanc, où vit moins de 1% de la population américaine, ce processus attire les critiques. L'Amérique est un pays très hétérogène et pas l'Iowa. Alors je crains que nous ne perdions des candidats après l'Iowa et le New Hampshire sans que le reste de la population ait son mot à dire. Une population plus hétérogène. Le New Hampshire pourrait avancer ses primaires cette année et l'Iowa perdrait alors la primeur du coup d'envoi du scrutin. Mais en attendant, c'est ici que les candidats commencent déjà à labourer le terrain à 20 mois de la présidentielle.
Retour au Bénin pour parler cette fois-ci du téléphone portable, cet appareil mobile qui a renvoyé aux oubliettes. Le téléphone fixe, aujourd'hui rare, sont bien les Béninois qui ne possèdent pas un téléphone portable. Se souviennent-ils encore du téléphone fixe? Sont-ils conscients des conséquences du téléphone portable sur la santé humaine? Peuvent-ils se passer de leur téléphone en 24 heures comme l'on le souhaite au cours de la journée mondiale sans téléphone portable? Certains de nos concitoyens ont répondu à toutes ces questions dans ce magazine que vous propose la rédaction de Eden TV et de Diaspora FM. Apparu au Bénin vers la fin des années 90, le téléphone portable coûtait une petite fortune et donc n'était pas à la portée de tous. Longtemps habitués au téléphone fixe, les souvenirs sont encore vivaces dans les mémoires de certains Béninois. On les laissait dans nos salons, soit accrochés au mur. Et lorsqu'on nous appelait, d'abord c'est les enfants qui courent, ce sont les premiers. Papa. Le téléphone est en train de sonner et ils étaient contents de décrocher. Et quand vous prenez, vous décrochez, on est fiers. Je dirais que l'utilisation est plus facile parce qu'on est assis chez soi et on parle bien. Cet appareil qui fixe comme son nom l'indique, sur lequel tout le monde pouvait appeler, et le premier qui décroche, si ce n'est pas à lui que voulait s'adresser celui qui a appelé, on dit telle personne vient chercher, tu as quelqu'un au bout de la ligne, tu as telle personne au bout du fil, tu as telle autre personne au bout du fil, et puis bon, chacun court. Dès que ça sonne, tout le monde ouvre les yeux et les oreilles pour savoir si c'est lui, si c'est à lui qu'on veut parler au bout du fil. On l'avait à la maison et c'était sur ça qu'on nous joignait. Mais bon, à l'arrivée du portable, on n'a plus constaté son utilité actuellement, parce que tu ne peux pas te déplacer avec le téléphone fixe. Les Béninois ont perçu le téléphone portable comme une révolution technologique. Nous avons tous commencé par utiliser le téléphone portable avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et je vois que c'est le moyen de communication le plus fiable, le plus rapide. D'ici, je peux m'informer de tout ce qui se passe à travers tout le monde entier. Les tout premiers portables, c'est des portables lourds. Quand vous tenez en main, vous saurez que vous avez vraiment de la matière. Et ce n'était pas n'importe qui l'avait. J'étais étudiant boursier. Quand j'ai pris ma bourse, j'ai acheté pour la première fois le téléphone. Et l'objectif premier, c'était de frimer, bien de paraître comme on le dit. Et l'objectif second, j'étais à l'étranger. Avec ça, je pouvais échanger avec ma maman, mes frères et sœurs qui étaient à Cotonou. Je voyais mes amis utiliser le téléphone portable et moi-même j'enviais ces amis et j'enviais beaucoup. Et c'est en terminale, dans les vacances de première, que j'ai eu à utiliser le téléphone portable. Comme son nom l'indique, le téléphone portable est devenu un compagnon fidèle des utilisateurs, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, au point où certains ne sont pas prêts à s'en séparer même pour 24 heures. Le téléphone portable, c'est comme un mal, pas nécessaire, mais c'est indispensable. Un mal indispensable, c'est un mal dont on ne peut pas se passer. Les effets néfastes, il y en a sur plusieurs plans. Surtout sur le plan sanitaire. Et lorsque nous utilisons les téléphones portables, ça émet des radiations électromagnétiques. Et ces radiations électromagnétiques, quand ça traverse le corps, ça tue à petits coups nos cellules. Nous devons pouvoir dire bienvenue à une telle journée. Vous n'êtes pas sans savoir que l'usage du téléphone portable crée sur notre organisme 5 risques. Avec le risque de myopie, de la cécité, de mal de cou, du cancer du cerveau et du mal de doigt. Donc une journée sans usage du téléphone portable peut-être va nous épargner de ces risques-là, quoique c'est une seule journée. De temps en temps, c'est souhaitable que nous ayons de ces journées-là sans téléphone, sans radiation, que nous ne maîtrisons pas. Je le dis parce que moi, il m'arrive, quand je mets le portable dans la poche, de sentir des radiations, des brûlures à l'endroit où se trouve le portable. Tout ceci, pour ma part, sont des situations qui peuvent nous rendre malades. Le téléphone portable, vous êtes là en train de dormir, vous oubliez de le mettre sur silencieux. Dès que ça sonne, vous vous réveillez. Parfois, ça vous gêne.
Et tout ça, moi je pense que c'est des situations qui pourraient être nuisibles à notre santé. Le portable me permet d'abord, avec les réseaux sociaux, d'avoir accès aux informations que tu n'as pas et également de rapidement joindre des contacts pour régler un petit problème assez vite. Je ne peux pas me séparer de mon portable pour 24 heures. Mais je ne peux pas dire qu'il ne m'est jamais arrivé de me séparer de mon portable pour 24 heures. Au cas où le portable a un problème technique, on est obligé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Le téléphone est très important pour moi parce que j'arrive à faire des recherches avec, je communique avec les amis à l'extérieur ou bien les parents à l'extérieur. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans la rédaction de mon mémoire. Tout est organisé et notre emploi du temps tient compte de notre téléphone portable. Disons, le téléphone portable, c'est notre calepin aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans le téléphone, c'est pas le téléphone portable. Donc, il serait tellement difficile de dire, on va délaisser l'usage du téléphone portable. On peut dire sans se tromper qu'aujourd'hui, le téléphone portable est totalement ancré dans les habitudes quotidiennes, voire dans la vie des utilisateurs, au point où sur une échelle de 0 à 10, les chiffres qui lui sont accordés font réfléchir. Bon, je donne 7 sur 10, hein. Cela occupe une place très prépondérante. Si je peux le dire, 7. De 0 à 10, je dirais que le portable peut occuper la moitié, c'est-à-dire 5 sur 10. Certains utilisateurs condamnent tout de même la façon dont d'autres se servent du téléphone portable au risque de créer des préjudices graves. Étant sur la moto avec le portable, pour notre sécurité, c'est mieux d'attendre et de finir le trajet d'abord. C'est vrai aujourd'hui que si on doit parler des statistiques en matière d'accidents de route, le portable doit en avoir pour une part assez importante. Et c'est dire quoi? C'est à juste titre ceux qui appellent notre génération la génération tête baissée. Mais il va falloir qu'on apprenne à nous départir, surtout quand nous sommes sur la route de nos téléphones portables pour protéger notre vie et protéger celle des autres. Oh, téléphone portable, quand tu nous tiens, nous devons au-delà de tout prendre conscience des conséquences de l'usage de cet appareil sur notre vie, notre environnement, afin d'éviter d'en être esclaves. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.